Le nom de mon père s'affiche sur l'écran de mon téléphone pour la 5e fois. Je le regarde vibrer contre mon bureau en verre, la surface lisse bien loin de la table en chêne rayée où je faisais mes devoirs quand j'étais enfant. Dehors, par ma fenêtre, la silhouette de Chicago brille sous le soleil de l'après-midi, au 5e étage et à 800 miles de la maison de plain-pied où j'ai appris à me faire petite. Je laisse mon doigt en suspens au-dessus de ignorer à nouveau. Le fauteuil en cuir grince alors que je change de position. Le téléphone se tait. 3 secondes plus tard, une notification d'email apparaît de la part de Lawrence Reynolds. Objet, ta sœur a besoin de toi. Dernière chance. Mon estomac se serre en l'ouvrant. Les mots se brouillent, à l'exception de la dernière ligne, le mariage de Chloé est l'événement le plus important de sa vie. Soit là où oublie tout soutien futur. Une notification de messagerie vocale apparaît ensuite. J'appuie sur lecture et le mets sur haut-parleur. Médin, c'est ton père. Sa voix remplit mon appartement, toujours aussi autoritaire. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça a assez duré. Le mariage de ta sœur est dans 2 semaines et les festivités commencent ce week-end. Si tu ne peux pas mettre de côté la rancune que tu as pour le moment spécial de Chloé, alors tu peux oublier tout soutien futur de cette famille. Ta mère est morte d'inquiétude. Rappelle-moi immédiatement. Un rire amer m'échappe. Je vais vers le placard et sors un diplôme encadré caché derrière des manteaux d'hiver. Le gaufrage doré capte la lumière, Médin Anne Reynolds, licence en sciences des données, summa cum laude. 3 ans à prendre la poussière au lieu d'être accroché à mon mur parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Mon téléphone vibre avec un message de ma mère, s'il te plaît, appelle. Ton père s'impatiente. Je jette un coup d'œil au calendrier sur mon bureau. L'extravagance de 2 semaines du mariage de Chloé est surlignée en rouge vif, 14 jours de cérémonie, de fêtes et de séances photos pour le jour parfait de l'enfant chéri. J'ouvre mon application bancaire, 138 139 $ d'économie, plus qu'assez pour ne plus jamais avoir besoin de leur soutien. Ils ne le savent juste pas encore. Un souvenir refait surface. 3e année, serrant mon bulletin avec 5 cas parfaits. Maman à la table de la cuisine, hochant la tête sans lever les yeux de son magazine. C'est bien, chérie. Le même soir, le salon explosant d'acclamations pour le ruban de participation de Chloé à la pièce de l'école. Tu as vu comment elle a projeté sa voix? C'était la meilleure sur scène. Le visage de papa rayonnant de fierté pendant que j'étais assise, invisible, dans les escaliers. La foire scientifique de ma 2e année de lycée. Le ruban bleu que j'ai gagné pour l'analyse de la qualité de l'eau locale. Les chaises vides où mes parents auraient dû être. Ils étaient allés au match de football de Chloé à la place. Elle avait marqué un but et ils en ont parlé pendant des semaines. Le directeur Williams m'a remis mon prix. Tes parents doivent être si fiers. J'ai hoché la tête, le sentiment de vide dans ma poitrine déjà familier. Puis l'année de terminale. Le gros dossier d'acceptation de l'université de Chicago. Mes mains tremblant en lisant l'offre de bourse. Chicago. Le front de maman se plissa d'inquiétude. C'est si loin. Chloé pourrait se sentir inférieure si tu y vas alors qu'elle ne va qu'à l'université communautaire. Papa n'a même pas levé les yeux de son journal. Nous en avons discuté. Tu restes ici. Fin de l'histoire. La négociation silencieuse qui a suivi. Je pouvais vivre dans les dortoirs de l'université d'État, à seulement 20 minutes, pour étudier au calme, avais-je argumenté. Ils ont accepté, croyant que j'avais cédé. 2 semaines plus tard, je suis monté dans un bus pour Chicago avec tout ce que je possédais dans 2 valises, laissant une trace écrite soigneusement élaborée d'inscription à l'université communautaire et une fausse affectation de dortoir. Le risque calculé de ma première véritable indépendance. Maintenant, je me tiens devant le miroir de ma salle de bain, n'étant plus la fille invisible. Mon reflet montre quelqu'un qu'il ne reconnaîtrait pas, confiante, réussissant, libérée du besoin de leur approbation. Je suis retourné à mon bureau et j'ai passé mes doigts sur mon nom sur le diplôme, Médin Anne Reynolds, analyste de produits, salaire à 6 chiffres. Plus invisible. L'écran de mon ordinateur portable s'illumine alors que j'ouvre le site de la compagnie aérienne. Mes doigts se déplacent avec détermination sur le clavier, réservant un billet en première classe pour la maison. Il est temps qu'il me voie enfin, je murmure à mon reflet dans l'écran assombri. Je fais mes bagages de marque avec précision, glissant le diplôme entre les couches de vêtements. Un léger sourire se dessine sur mon visage alors que j'imagine leurs expressions lorsqu'ils apprendront enfin qui je suis devenu.
Avez-vous déjà dû cacher votre succès à ceux qui auraient dû le célébrer le plus? Que feriez-vous si votre famille ne vous appréciait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose de vous? Mon retour à la maison est sur le point de leur donner une leçon qu'ils n'attendaient pas. La voiture de location crisse sur le gravier familier. Je me gare derrière la camionnette d'un fleuriste qui décharge des cascades de roses blanches. La maison de mon enfance s'est transformée en quelque chose sorti d'un magazine de mariage, avec des guirlandes de tissu ivoire drapées sur les rampes du porche. Ma mère ouvre la porte avant que je ne frappe. Ses cheveux sont teints d'un blond miel précis, pas une mèche ne dépasse. Mesdain, enfin. Son étreinte ressemble à une performance, trop raide et trop brève. Tu as décidé de soutenir ta sœur, à ce que je vois. À l'intérieur, la maison sent les bougies à la vanille et la peinture fraîche. La planification du mariage a transformé chaque surface en une zone de préparation. Mon père sort de son bureau, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Il ne me serre pas dans ses bras, se contente de hocher la tête par-dessus un presse-papier. Bien, tu es là. Les programmes doivent être pliés et ces sacs de bienvenue pour les invités assemblés. Il me fourre le presse-papier dans les mains. Chloé a besoin que ce soit fait pour 4 heures. Je viens d'arriver, papa. Et maintenant, tu as quelque chose d'utile à faire. Chloé apparaît en haut des escaliers, le téléphone collé à l'oreille. Non, j'ai spécifiquement demandé un arrangement en cascade, par assemblée. Ça gâche littéralement tout. Elle me repère et lève un doigt en signe universel des « Attends. Tu comprends? C'est le jour le plus important de ma vie. » Quand elle descend enfin, elle m'embrasse dans le vide près de la joue. Matt, Dieu merci. Le traiteur menace de démissionner et maman est inutile avec le plan de table. Ravi de te voir aussi, Chloé. Elliot prépare cette surprise pour la réception et je dois m'assurer que ça se coordonne avec tout le reste. Elliot? Je pose mon sac. Son fiancé, fournit ma mère. Tu le rencontreras au dîner. Il est absolument merveilleux. Un investisseur si brillant. Millionnaire en crypto-monnaie, corrige Chloé avec une fierté évidente. Elliot Brady arrive à 18h30 précise, portant une bouteille de vin cher et arborant un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Il est plus grand que je ne l'imaginais, avec le genre de beauté nette qui appartient aux publicités pour les montres de luxe. La sœur mystérieuse apparaît enfin. Il me serre la main trop fermement. Chloé a dit que tu étais une sorte de génie de l'informatique caché dans la grande ville. Analyste de produits, je corrige. Ça a l'air intense. Il fait un clin d'œil. J'ai des amis qui développent une plateforme de trading paria. Un truc révolutionnaire. On devrait parler boutique un de ces jours. Pendant le dîner, Elliot domine avec des récits d'investissement en crypto-monnaie et d'opportunités exclusives. Mon père boit ses paroles. Alors, sur quels échanges négociez-vous principalement? Je demande pendant une rare pause. Le sourire d'Elliot se fige un instant. Oh, un mélange. Principalement des plateformes privées. Un accès exclusif via mon réseau. Fascinant. Et votre entreprise est basée où? Nous sommes décentralisés, répond-il suavement. La beauté de la blockchain, n'est-ce pas? J'ai des partenaires à Singapour, Zurich, Dubaï. Mon père me lance un regard d'avertissement. Mesdain, tout le monde ne veut pas discuter affaires au dîner. Plus tard, en cherchant les programmes de mariage dans le bureau de mon père, je tombe sur des papiers de refinancement pour la maison datant de 3 semaines. La propriété où j'ai grandi, qui était presque entièrement payée, porte maintenant une nouvelle hypothèque considérable. Des voix proviennent de la salle à manger adjacente. Laurence, es-tu sûr de cette deuxième hypothèque? Le ton inquiet de ma mère me glace sur place. C'est tout mon héritage aussi, Hélène. Elliot a garanti des rendements de 20% minimum. Mais 150 000 $, c'est... Tu ne comprendrais pas des investissements comme cela, la coupe mon père. C'est comme ça qu'on construit une vraie richesse. Je m'appuie contre le mur, mon cerveau d'analyste calculant les facteurs de risque. Deuxième hypothèque, économie familiale, héritage tout afflue vers l'opportunité d'investissement vague d'Elliot. C'est un escroc, la voix de tante Hélène est à peine un murmure alors que nous nous tenons dans le jardin arrière, admirant soi-disant ses contributions aux fleurs du mariage. Tu le vois aussi, je demande. Elle hoche la tête, ses yeux gris, si semblables aux miens, vivent d'inquiétude. Ton père ne veut pas m'écouter.
Il a commencé à dire que j'ai toujours été jalouse de son succès. Monsieur Wilson, de l'autre côté de la rue, a perdu 50 000 $ dans une opportunité d'investissement exclusive l'année dernière, poursuit-elle. Ça m'a semblé très familier quand j'ai entendu parler des propositions d'Elliott. Mesdain, une voix familière appelle depuis la clôture. Monsieur Thomas, mon ancien professeur de sciences, fait un signe de la main. J'ai suivi ta carrière. Le programme de sciences des données de Chicago que tu as suivi est l'un des meilleurs du pays. Je me fige. Comment avez-vous? Contrairement à tes parents, certains d'entre nous font vraiment attention. Tante Hélène me tapote la main. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me sens vu. Papa, maman, je pense que nous devons parler d'Elliott. Nous sommes dans le salon ce soir-là. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Mon père ne lève pas les yeux de son journal. J'ai remarqué quelques incohérences dans ses affirmations commerciales. La façon dont il décrit ses investissements ne correspond pas au fonctionnement réel des marchés de crypto-monnaies. Ma mère soupire de façon dramatique. Honnêtement, Mesdain, tu as toujours été jalouse du bonheur de ta sœur. Il ne s'agit pas de jalousie. Ces affirmations d'investissement n'ont aucun sens mathématique. Mon père me regarde enfin, son expression se durcissant. Tu ne comprends pas les affaires à ce niveau, Mesdain. Tout ne rentre pas dans tes petits tableurs. La porte d'entrée s'ouvre et Chloé entre avec Elliott. Elle sent immédiatement la tension. Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur a des inquiétudes concernant les affaires d'Elliott. Le visage de Chloé se décompose. Tu es sérieuse? Tu débarques après 3 ans et tu essaies immédiatement de ruiner la seule bonne chose dans ma vie? Elliott passe un bras protecteur autour d'elle. Ce n'est pas grave, chérie. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas l'innovation. Je regarde leur visage, défensif, méprisant, illusionné. Et je réalise que j'ai mal calculé. Ils ne veulent pas la vérité, ils veulent la fiction confortable qui rend Chloé spéciale et Elliott un prince. La fille invisible voit tout, mais personne ne veut regarder. Quand vous voyez des êtres chers se diriger vers un désastre, jusqu'où devriez-vous aller pour les protéger d'eux-mêmes? Risqueriez-vous un nouveau rejet pour sauver une famille qui ne vous a jamais apprécié? Je me blottis dans la banquette d'angle du café Rosie, le même endroit où j'étudiais le calcul au lycée. Le siège en vinyle grince sous moi, familier mais étranger maintenant. L'écran de mon ordinateur portable brille avec des onglets ouverts, registre de commerce, forum d'investissement, profil de médias sociaux. 3 identités précédentes me regardent, Ethan Lewis, Édouard Lambert, Elliott Lawson maintenant Elliott Lawrence. Mon doigt trace le schéma sur l'écran, même homme, différents noms, même sourire charmant, différentes victimes. Je sirote mon café noir, son amertume correspondant au goût dans ma bouche alors que je relis des points indubitables. Besoin d'une recharge, chérie. Margie, la même serveuse de mon adolescence, apparaît à mon coude. Ses yeux s'écarquillent en étudiant mon écran. Ma cousine a tout perdu à cause d'un homme qui ressemblait exactement à ça. Il se faisait appeler Édouard quelque chose. Mon estomac se serre. Lambert? C'est ça. Elle pose la cafetière. Une escroquerie à l'investissement. Il a quitté la ville juste avant le mariage. Lui a brisé le cœur et vidé ses économies. J'ouvre une autre fenêtre de navigateur. Margie, accepterait-elle de me parler? Une femme d'une 50aine d'années est assise en face de moi 2 heures plus tard, les mains tremblant autour de sa tasse. Je pensais que j'étais spécial, murmure Karen. Il m'a fait me sentir choisi. Ma sœur pense la même chose. Karen fait glisser un dossier sur la table, photos, relevés bancaires, rapports de police qui n'ont abouti à rien. Sa mâchoire se serre. Il a disparu 3 jours avant notre mariage, avec 60 000 $ et la bague de famille de ma mère. Les photographies confirment ce que je sais déjà. Les relevés de compte montraient des transferts vers des comptes offshore intraçables. Les rapports de police détaillent 3 autres victimes avec des histoires similaires dans 3 États différents. Je remercie Karen et rassemble mes preuves. Le mariage est dans 5 jours. Le nœud dans mon estomac se resserre. Où étais-tu? La voix de ma mère traverse le couloir alors que j'entre. Les arrangements floraux doivent être vérifiés et Chloé est en pleine crise à propos des cartons de table. Je jette un coup d'œil à ma montre. À peine midi passé. Je faisais des recherches sur quelque chose d'important. Plus important que le mariage de ta sœur?
Elle me fourre la liste de contrôle dans les mains. Ton père a remarqué ton problème d'attitude. Il dit que tu n'as presque pas aidé du tout. Un poids familier s'installe sur mes épaules. La fille invisible, maintenant visible seulement pour la critique. Je trouve Chloé dans la salle à manger, entourée d'échantillons de table et de mouchoirs froissés. Le calligraphe s'est trompé de police, me lance-t-elle à travers des yeux tachés de mascara. Où étais-tu? Je t'envoie des messages depuis des heures. Je vérifie mon téléphone, 3 messages, le premier envoyé il y a 40 minutes. Tu as toujours fait ça, renifle Chloé de façon dramatique. Disparaître quand on a besoin de toi, puis réapparaître pour me faire de l'ombre. L'accusation tombe avec une précision étudiée. Pendant 23 ans, mon existence a en quelque sorte à la fois manqué à l'appel et été de trop. J'essaie de t'aider, Chloé. En évitant les préparatifs du mariage? En remettant en question les affaires d'Elliott? Sa voix monte. Tu ne supportes pas que j'ai trouvé quelqu'un d'incroyable alors que tu es seul à Chicago à faire je ne sais quel travail ennuyeux qui paie tes factures. Je ravale la vérité sur mon travail ennuyeux qui paie 2 fois ce qu'elle a jamais gagné. Au lieu de cela, je prends un carton de table et examine la police prétendument incorrecte. Je peux appeler le calligraphe, je propose. Papa l'a déjà fait. Chloé s'éponge les yeux. Au moins, il me soutient. Le salon devient silencieux alors que je finis de présenter mes preuves. Capture d'écran imprimée, relevé bancaire, rapport de police et la déclaration signée de Karen sont étalés sur la table basse. Mes parents sont assis, stupéfaits, sur le canapé. Chloé est perchée sur le fauteuil, le visage pâle. Elliott se tient près de la cheminée, son expression soigneusement composée. C'est clairement un cas d'erreur d'identité. Son sourire n'atteint pas ses yeux. J'ai un visage commun. Les gens me confondent tout le temps. 3 femmes différentes dans 3 états différents. Je garde une voix stable. Tout avec la même expérience d'un homme qui correspond à votre description, a utilisé des noms similaires aux vôtres et a disparu avec leur argent juste avant le mariage. Mesdain, la voix de mon père porte un avertissement. C'est absurde. Papa, regarde les photos. J'ai poussé une photo vers lui. Regarde la chronologie. Regarde le schéma. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, insiste Elliott en faisant un geste vers la déclaration de Karen. Chloé bondit sur ses pieds. Je ne peux pas croire que tu irais aussi loin pour ruiner mon bonheur. Des larmes coulent sur son visage. Tu as toujours été jalouse de moi. Jalouse? Le mot me prend au dépourvu. J'essaie de te protéger. Entendant une embuscade à mon fiancé avec ses fabrications? Chloé arrache les papiers de la table, les froissant dans son poing. Chloé, je saisis son bras. La 2e hypothèque, ton fonds de retraite, l'héritage de maman tout est parti dans son opportunité d'investissement. Tu ne vois pas le schéma. Ça suffit. Mon père se lève, le visage rouge. Tu dois quitter cette maison tout de suite. Elliott pose une main réconfortante sur l'épaule de mon père. Laurence, ce n'est rien. Elle s'inquiète juste pour sa sœur. C'est mal avisé, mais ça part d'une bonne intention. Sa sympathie feinte me donne la chair de poule. Je ne pars pas, je tiens bon, me redressant de toute ma hauteur. Et je ne suis plus la même fille invisible. Le silence s'installe dans la pièce. De quoi parles-tu? Demande ma mère. Je ne suis pas allé à l'université communautaire. La vérité jaillit après des années de confinement. J'ai obtenu mon diplôme, major de ma promotion, de l'université de Chicago il y a 3 ans. Je suis analyste de produits chez Tech Fusion. Je gagne un salaire à 6 chiffres. Je subviens entièrement à mes besoins depuis l'âge de 18 ans. Leur visage stupéfait serait satisfaisant dans d'autres circonstances. C'est impossible, balbutie mon père. Vraiment? Je sors ma carte d'identité d'entreprise. Consultez mon profil LinkedIn. Appelez mon bureau. J'ai été quelqu'un d'autre pendant que vous étiez trop occupé avec votre enfant chéri pour le remarquer. Chloé s'enfonce dans son fauteuil, son expression oscillant entre le choc et l'incrédulité. Et maintenant, je vous donne une chance, votre dernière chance, de voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je rassemble les preuves éparpillées, reconstituant soigneusement le dossier. Cet homme n'est pas celui qu'il prétend être. Le mariage est dans 5 jours.
Son schéma est de disparaître 3 jours avant la cérémonie, une fois qu'il a accès à tous les fonds. Le masque d'Elliot glisse une seconde. Un éclair de calcul traverse son visage avant que le sourire charmant ne revienne. Je pense que nous avons tous assez entendu de fantaisie pour aujourd'hui. La voix de mon père a retrouvé son autorité. Mesdames, je ne le demanderai pas une deuxième fois. Par maintenant. Je regarde chacun d'eux, la certitude rigide de mon père, la loyauté conflictuelle de ma mère, la colère défensive de Chloé, l'inquiétude feinte d'Elliot. Quand il disparaîtra avec tout ce que vous avez, dis-je doucement en rassemblant mes affaires, souvenez-vous que quelqu'un a essayé de vous avertir. La porte d'entrée semble plus lourde qu'à 17 ans, quand je sortais en douce pour étudier à la bibliothèque. Cette fois, je ne cache pas qui je suis. Cette fois, je m'en vais avec la vérité qu'il refuse de voir. Avez-vous déjà dû vous tenir seul avec la vérité alors que tous ceux que vous aimez choisissaient des mensonges confortables? Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Partir ou vous battre plus fort pour une famille qui refusait d'écouter? Ma prochaine décision changera tout. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Je le pose face contre table sur le comptoir de ma cuisine et me sers une autre tasse de café, regardant la vapeur monter dans la lumière matinale de mon appartement de Chicago. 2 jours avant le mariage de Chloé et les notifications sont passées de exigeantes à désespérées. J'ai retourné le téléphone, 17 appels manqués, 23 messages textes, 5 messages vocaux. Le premier message vocal joue sur haut-parleur. Mesdames, il est parti. La voix de mon père se brise, un son que je n'ai jamais entendu auparavant. Elliot a disparu la nuit dernière. Rappelle-nous. Le deuxième, les comptes sont vides. Tout, même le fonds de retraite de ta mère. Son ton autoritaire a disparu, remplacé par quelque chose de creux. Le troisième me prend au dépourvu. La police a dit que sans contrat écrit, il y a peu de choses qu'ils puissent faire. La voix de ma mère tremble. Ils ont qualifié cela d'affaire civile. S'il te plaît, Maddy, nous avons besoin que tu rentres à la maison. Elle ne m'a pas appelé Maddy depuis que j'ai 10 ans. Le message de Chloé brille sur l'écran, tu avais raison. Je n'ai pas écouté. S'il te plaît, aide-nous. J'ai passé mon doigt sur le bord de ma tasse de café. De ma fenêtre du 15e étage, le lac Michigan s'étend, bleu et infini. 15 étages plus haut et à une vie de la famille qui ne me voit que lorsque le désastre frappe. Ma mentor, Vivien, répond à la deuxième sonnerie. Tu as l'air troublé, dit-elle au lieu de bonjour. Il me croit enfin à propos d'Elliot, je lui dis. Maintenant qu'il est parti avec leur argent. Et ils veulent ton aide. Oui. Le silence de Vivien recèle 2 ans de sagesse. Elle m'a aidé à construire ma carrière alors que mes propres parents ne se donnaient pas la peine d'assister à ma remise de diplôme. Que envisages-tu? Demande-t-elle enfin. Je presse mon front contre la vitre froide de ma fenêtre. Je n'ai pas encore décidé. Les limites ne sont pas des murs, mesdames. Ce sont des portes que tu contrôles. Après avoir raccroché, je réserve un vol pour la maison pour la 2e fois ce mois-ci. La différence, cette fois, je ne prends que des vêtements pour 3 jours. La tente de mariage est à moitié démontée dans le jardin lorsque mon taxi s'arrête. Des chaises blanches sont empilées contre la clôture. Les arrangements floraux élaborés, maintenant fanés, ornent toujours les rampes du porche. Ma mère ouvre la porte avant que je ne frappe. Son visage sans maquillage a vieilli de 5 ans en 2 jours. Tu es venu. Ses bras planent pour une étreinte dans laquelle je n'entre pas. Mon père fait les 100 pas dans le salon, le téléphone collé à l'oreille. Il raccroche quand il me voit. Ses yeux se posent sur mon sac à main de créateur, la montre à mon poignet. Nous pensions que tu pourrais peut-être aider avec, il s'éclaircit la gorge, une aide financière jusqu'à ce que nous réglions ça. Que vont penser les Henderson? Ma mère se tord les mains. Et le conseil d'administration du country club? Ton père est trésorier. Chloé est recroquevillée sur le canapé, vêtue d'un pantalon de survêtement et d'un de mes vieux t-shirts de lycée qu'elle a dû trouver dans mon ancienne chambre. Ses yeux sont gonflés. Si tu avais été plus solidaire depuis le début, j'aurais peut-être écouté. Sa voix manque de son tranchant habituel, mais le blâme atterrit de manière familière. Tu as toujours été si négative à son sujet. Je pose mon sac à main sur la table basse et déboutonne mon manteau. Le salon semble plus petit que dans mes souvenirs. Les murs affichent toujours les trophées de danse de Chloé et pas une seule de mes réussites académiques. Je peux aider pour certaines choses, dis-je,
la voix stable. Pas pour toutes. Mon père se redresse. Allons, Médin, en tant que ton père. Je peux vous aider à déposer correctement des plaintes à la police. Je peux contacter mon collègue qui est spécialisé dans le recouvrement de la fraude financière. Je peux vous mettre en contact avec un avocat qui s'occupe de cas comme celui-ci. J'énumère les points sur mes doigts. Je ne peux pas remplacer l'argent que vous avez perdu. Le silence s'étire, tendu, entre nous. Mais, commence ma mère. Je gagne un salaire à 6 chiffres. J'ai des économies substantielles. Et je ne sacrifierai pas ma sécurité financière pour vous sauver d'une situation contre laquelle je vous avais explicitement mis en garde. Le visage de mon père rougit. Cette famille t'a soutenu toute ta vie. Un rire m'échappe, bref, inattendu. Vraiment? Quand? Vous avez mis un toit sur ma tête, de la nourriture sur la table, c'est le minimum légal, papa. Chloé se redresse du canapé. Alors, tu vas juste nous abandonner après avoir eu raison? C'est ça qui compte pour toi? Avoir raison. Je la regarde fixement. Ce qui compte pour moi, c'est d'être respecté, d'être entendu. J'expire lentement. Vous avez besoin de moi maintenant, mais vous n'avez jamais voulu de moi. Il y a une différence. Ma mère s'effondre dans un fauteuil. Comment peux-tu être si froide? J'ai appris des experts. Les mots m'échappent avant que je ne puisse les retenir. Pour la première fois, ils me regardent tous vraiment, pas à travers moi ou au-delà de moi. Ils voient la femme qui s'est construite sans qu'ils s'en aperçoivent, qui a réussi sans leur approbation. Ce sont mes limites, dis-je doucement. Je vous aiderai à gérer cela sur le plan juridique. Je resterai 3 jours. Je ne viderai pas mon compte d'épargne ni ne co-signerai de prêt. Ce sont mes conditions. Mon père commence à parler, s'arrête, puis essaie à nouveau. Quand es-tu devenu cette personne? Quand vous ne regardiez pas, avons-nous l'obligation d'aider notre famille lorsqu'elle nous a maltraités? Ou est-ce que fixer des limites est un acte de respect de soi? Quelles conditions fixeriez-vous avant d'aider ceux qui ne se tournent vers vous qu'en cas de crise? Mon père arpente le salon, chaque pas lourd martelant son autorité sur les lames de parquet que j'ai autrefois traversées sur la pointe des pieds. En tant que chef de cette famille, j'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt de tous. Il s'arrête, se redresse face à moi. Cette situation exige un front uni. Je suis assise sur le bord du même fauteuil où je me pelotonnais avec des livres quand j'étais enfant, essayant de disparaître. Plus maintenant. Ma mère se tord les mains, son alliance cliquant contre ses doigts. Le sang est plus épais que l'eau, Médin. Tu dois sûrement le comprendre maintenant. Le poids familier de leurs attentes pèse sur moi. Je redresse la colonne vertébrale. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur, la voix de Chloé se brise. Son visage strié de mascara ressemble peu à la mariée radieuse des invitations de mariage encore éparpillées sur la table basse. Parfaite Médin, avec son travail chic et sa vie de grande ville. Je regarde ma montre. Ils en sont là depuis 27 minutes. La pression coordonnée, la culpabilité, la tentative de me faire plier comme les poupées en papier avec lesquelles Chloé et moi jouions autrefois. Elle avait les jolies robes, j'avais les morceaux déchirés. Quand j'avais 8 ans, dis-je, la voix stable, j'ai gagné le concours d'orthographe du district. Vous m'avez dit que vous ne pouviez pas venir parce que papa avait une réunion importante. La bouche de mon père s'ouvre. J'ai levé la main. Je vous ai vus tous les deux chez Friendlies après avec Chloé, célébrant son ruban de participation à la journée sportive. Le silence pèse, épais comme la chaleur de l'été. En seconde, mon projet scientifique sur le ruissellement agricole a remporté une reconnaissance de l'État. La cérémonie avait lieu le même soir que le concert de la chorale de Chloé, où elle chantait au dernier rang. Vous avez choisi le concert. Le regard de ma mère tombe sur ses genoux. À ma remise de diplôme du lycée, vous êtes parti immédiatement après parce que Chloé avait un rendez-vous pour le bal et avait besoin d'aide avec ses cheveux. Le carillon de l'horloge grand-père dans le coin marque les secondes d'une vérité inconfortable. À Noël 2020, je vous ai offert à chacun des cadeaux attentionnés basés sur des conversations que nous avions eues cette année-là. Vous m'avez donné une carte cadeau générique avec le mauvais nom dessus. La porte d'entrée s'ouvre avec un grincement familier. Tante Hélène se tient dans l'embrasure de la porte, serrant son sac à main comme un bouclier. J'ai tout vu. Sa voix vacille mais tient bon. Chaque récital que vous avez manqué, chaque réussite que vous avez minimisée.
J'ai vu cet enfant dépérir pendant que vous aduliez sa sœur. Le visage de mon père rougit. Ce sont des affaires de famille, Hélène. Je suis de la famille, dit ma tante. Quelqu'un dans cette pièce doit reconnaître ce qui s'est passé dans cette maison. Je me lève du fauteuil, ma pleine hauteur soudainement apparente dans cette pièce où j'ai passé tant d'années à essayer de me faire toute petite. J'aiderai pour la maison, ma voix remplit l'espace que je n'ai jamais revendiqué auparavant. Je couvrirai la deuxième hypothèque. J'organiserai la consolidation de la dette de la carte de crédit. Leur visage s'illumine d'un soulagement rapidement dissimulé. Mais je n'aiderai pas avec votre réputation. Je ne prétendrai pas que Chloé n'a pas été escroquée par un homme qu'une simple vérification d'antécédents aurait démasqué. Je ne mentirai pas aux voisins sur la destination de l'argent. Je croise le regard de chacun d'eux. Je n'assisterai à aucune fonction communautaire où vous me exhiberez comme la fille dévouée qui est venue à la rescousse. La mâchoire de mon père se serre. Tu n'as pas à dicter les conditions dans ma maison. Si, quand je suis la seule à avoir les moyens de la sauver. Les mots ont un goût inhabituel, puissant, certain. Mon aide est assortie de protections juridiques pour moi. L'argent sera géré par des canaux formels avec des documents. Vous n'aurez pas un accès direct au fonds. Considérez cela comme une transaction commerciale, pas un sauvetage familial. Les yeux de ma mère s'écarquillent. Nous ne sommes pas un cas de charité. Non, vous ne l'êtes pas. La charité n'est pas assortie d'exigences. Ceci, si. De ma mallette, je sors 3 copies d'un document que mon avocat a préparé. Le papier fait un bruit sec alors que je les pose sur la table basse. Ceci décrit les conditions de mon aide financière. Une solution ponctuelle, pas une relation continue. Je transférerai les fonds pour rembourser la deuxième hypothèque directement à la banque. La consolidation des cartes de crédit se fera par l'intermédiaire d'un conseiller financier que j'ai choisi. C'est ridicule, tempête mon père, mais ses yeux suivent les papiers. La deuxième page est une reconnaissance. J'ai tapoté le document. Il stipule que pendant des années, vous avez constamment favorisé un enfant par rapport à l'autre, créant un environnement de négligence émotionnelle. Ma mère allait. Nous ne signerions jamais une chose pareille. Alors je partirai, et vous pourrez expliquer à la banque pourquoi vous ne pouvez pas effectuer le paiement du mois prochain. La pièce devient silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée de Chloé. Mon père cherche ses lunettes de lecture avec des mains tremblantes. Tu es devenu dur. Je suis devenu honnête. Je reste debout. Le monde ne m'a pas brisé. Vous non plus. Mais je ne ferai plus semblant. Il lit en silence, le stylo planant au-dessus de la ligne de signature. Sa main tremble. Ta mère et moi avons fait de notre mieux. Votre mieux était profondément inégal. Les mots sortent sans colère, juste la vérité. 10 minutes plus tard, les 3 signatures marquent la page. J'envoie un message à mon conseiller financier pour qu'il procède aux arrangements que nous avons discutés. Je sors mon téléphone et passe un appel. Mademoiselle Winters, nous procédons au plan A. Oui, l'arrangement complet. J'écoute brièvement. Merci. La documentation a été signée. Vous recevrez des copies dans l'heure. Je me tourne vers ma famille. Rachel Winters est une conseillère financière certifiée spécialisée dans la restructuration de la dette familiale. Elle vous contactera demain pour commencer le processus. Tout passera par elle, pas par moi. Mon père ouvre la bouche pour protester. Ce n'est pas négociable, dis-je. Elle veillera à ce que l'hypothèque soit payée et que les créanciers soient traités correctement. L'argent ne touchera jamais directement vos comptes. Je rassemble mes affaires sans précipitation ni cérémonie. Pas d'étreinte larmoyante, pas de promesse de s'appeler bientôt. J'espère que vous trouverez la paix avec vos choix. Je redresse ma veste, vérifie que j'ai tout. Tante Hélène me suit sur le porche. Tu iras bien? Le soleil de l'après-midi réchauffe mon visage alors que je regarde la rue où j'attendais autrefois un bus scolaire, rêvant d'évasion. Je le suis déjà. Je me dirige vers ma voiture de location, le dos droit, les pas mesurés. Le rétroviseur montre la maison qui rapetisse, mais je ne regarde pas en arrière. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. Certains ne devraient pas l'être. La lumière du soleil traverse les baies vitrées de mon bureau à domicile, projetant des rectangles rouges dorés sur le bureau en érable où j'ai organisé ma vie en rangées nettes et déterminées. Mon appartement de Chicago a disparu,
troqué contre ce bungalow de style craftsman avec ses os solides et son histoire. 1 an depuis que j'ai tourné le dos au drame de la famille Reynolds. Le diplôme est maintenant accroché au centre du mur, Medin & Reynolds, licence en sciences des données, summa cum laude. Plus caché derrière des manteaux d'hiver, plus secret. Mon ordinateur portable sonne avec un appel vidéo entrant de Léla, la 3e étudiante de mon programme de mentorat pour les femmes de première génération à l'université. Son visage apparaît, rayonnant de nouvelles concernant un entretien de bourse. J'ai utilisé la technique de préparation que vous m'avez enseignée, dit-elle en glissant ses cheveux sombres derrière son oreille. Quand ils m'ont demandé pourquoi je la méritais plus que les autres, je ne me suis pas excusé ni minimisé. Je leur ai dit exactement ce que j'accomplirais avec. Et je me penche en avant. Son sourire s'élargit. Ils ont appelé il y a 1 heure. Je l'ai eu. Tu l'as mérité, je la corrige doucement. Il y a une différence. Après l'appel, je sors dans mon jardin. Le printemps a fait sortir les premières pousses vertes d'un sol que j'ai amendé et nourri au fil des saisons de patience. Mes doigts effleurent les tendres feuilles des plants de tomates. Celles-ci pousseront fortes, contrairement aux racines flétries que j'ai laissées derrière moi. La lettre de ma thérapeute, le docteur Chen, est posée sur la table du patio. 1 an de séances hebdomadaires documentées dans son écriture précise, la patiente démontre des progrès significatifs dans l'établissement de limites saines et la reconnaissance de sa valeur inhérente, distincte de la validation familiale. Les mercredis après-midi appartiennent toujours au centre communautaire où j'enseigne la littératie financière aux jeunes femmes. La semaine dernière, Tania, une jeune de 17 ans à l'esprit vif avec une étincelle qui me rappelle moi-même, a repéré les signes avant-coureurs d'un système pyramidal ciblant sa mère. Je lui ai montré que les chiffres ne collaient pas, m'a-t-elle dit en se redressant. Mon téléphone vibre avec la mise à jour mensuelle de tante Hélène. Je parcours le message, papa et maman ont toujours du mal à refinancer la maison, Chloé travaille à temps partiel à la banque locale, suit une thérapie 2 fois par mois. Aucune mention de tentative de me contacter directement. La limite tient bon des 2 côtés. Le minuteur du jardin sonne. Il est temps de se préparer pour ce soir. L'auditorium du centre communautaire se remplit d'applaudissements nourris alors que je me dirige vers le podium. Le programme de mentorat que j'ai fondé a été reconnu pour son impact sur les étudiants de première génération à l'université. Le prix semble substantiel dans mes mains, le verre et le métal captant la lumière, solide et réel. Je parcours la foule du regard pendant que je parle. Pas de chaise vide là où les parents devraient s'asseoir. Au lieu de cela, le docteur Chen hoche la tête avec encouragement depuis le 3e rang. Ma voisine, Madame Grayson, qui m'apporte des plants de tomates anciennes, rayonne d'une fierté sans retenue. Des collègues de travail qui apprécient mon esprit d'analyse pour ce qu'il est exactement. Des amis qui demandent comment je vais et attendent vraiment la réponse. Quand j'ai commencé ce programme, dis-je à l'auditoire, je pensais que j'aidais les autres à trouver ce que je n'ai jamais eu. Ce que j'ai découvert à la place, c'est que la valeur ne vient pas de la validation externe. Elle grandit de l'intérieur quand nous nous voyons vraiment nous-mêmes. De retour à la maison, j'ouvre mon ordinateur portable pour finaliser les détails de la bourse de visibilité Reynolds pour les étudiants aux résultats académiques accomplis dont les réussites ont été négligées. La question de la dissertation est la suivante, décrivez un moment où vos contributions n'ont pas été reconnues et comment vous avez maintenu votre sentiment de valeur. Une notification apparaît de Sacha, ma première mentorée, tu m'as vu quand personne d'autre ne le faisait. Ça a tout changé. Alors que le crépuscule adoucit les contours du jour, j'arrose mon jardin avec un soin méthodique. Les plants de tomates se tiennent à côté des poivrons, des courgettes et des herbes, chacun choisi, planté et entretenu par des mains qui connaissent leur propre force. Le bruissement des feuilles dans la brise du soir ressemble à un murmure d'approbation. J'ai touché la tige d'un rosier que j'ai taillé sévèrement l'automne dernier. Il pousse de nouvelles pousses, plus fortes qu'avant. Certaines choses deviennent plus fortes lorsqu'on les taille, je murmure, un sourire se dessinant sur mes lèvres alors que j'observe la vie que j'ai construite, florissante, enracinée et enfin complètement visible.